indépendante, le combat continue. Voilà, ça c'est le thème de cette table ronde. Et donc, on va dire le message est posé ici sur ce thème. Et on a donc 4 super invités pour échanger avec nous. Pourrait poser des questions si vous voulez à la fin, dans un débat évidemment constructif. Et donc je vais d'abord vous laisser vous présenter. Vous avez chacun un micro, nous dire qui vous êtes et je rajoute une question pour rigoler. Pourquoi vous êtes content d'être à cette table ronde? C'est bien ça comme question. Je vous laisse la parole. Donc Agnès Dubois-Collineau, je suis en charge des affaires publiques pour la FIVAP depuis 2017. Et donc je suis assez contente d'être là aujourd'hui, notamment avec Jean Aubris, parce qu'on s'est beaucoup battus ensemble ces derniers mois pour raconter aussi par quoi on est passé et ce qui nous attend. Très bien. Et donc ces derniers mois, évidemment, on parle du fameux article 23. Exactement. Dans le projet de loi de finances 2026, ça c'était juste avant le début d'année. Donc c'est tout frais dans les mémoires. Et effectivement, il y a une filière, j'allais dire que c'est réveillé, que c'est pas réveillé, qui est bien là, mais en tout cas qui s'est battue. Et donc vous allez nous raconter ça. Bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Valérie Garand, je suis le porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. Ouais. Moi, je suis ici pour vous dire ce qui vous attend si ça continue ou si ça continue comme ça. Je suis là pour vous prévenir que continuez la lutte. Vraiment. Merci. Bienvenue Valérie. Brice. Moi, pour refaire mon CV rapide, dans les premiers vapoteurs de France, fondateur de Forum e-cigarette, fondateur de Heidus, j'ai fait quoi d'autre? J'ai directeur général de Cigavert. Aujourd'hui, j'ai mon propre réseau de magasins, la Vape Market. Je suis également consultant France pour Relax et un militant depuis la première heure. L'évolution que je vois aujourd'hui est inquiétante, comme elle l'a toujours été, mais ça monte crescendo. Et content de participer à tout ça, d'essayer de pouvoir échanger et pour que le combat soit de plus en plus dense. Bonjour, donc moi je suis Jean, un des fondateurs de FU, avec mon associé Jean, qui est le président de la FIVAP. Et moi j'étais vraiment concentré sur la partie business, e-liquide, organisation opérationnelle, et j'ai dû prendre les armes pour résister à l'article 23 dans les 3 derniers mois de l'année 2025. Donc je suis très content d'être là parce qu'on a gagné, on ne s'est pas laissé faire et on a pilonné le gouvernement et voilà, on est là, quoi. Donc je suis très content. Je pense que même Vapexpo aurait pu être condamné avec cette menace existentielle. Merci. Peut-être une première question pour vous. C'est quoi la vape indépendante en France en 2026 ? La vape indépendante en France en 2026, c'est le rêve du libéralisme. C'est un écosystème de centaines de petites entreprises qui se livrent une concurrence acharnée, donc qui baissent leurs prix, qui augmentent la qualité, qui cherchent à faire des produits toujours meilleurs, mieux pricés, et qui vise à créer ce qu'Adam Smith appelait la main invisible, à savoir le marché qui fonctionne. C'est ça la vape indépendante aujourd'hui. C'est pas un mastodonte qui fait face à l'industrie du tabac, c'est une multitude d'acteurs qui se démènent pour créer les meilleurs produits possibles pour aider les gens à sortir du tabac. Moi, pour compléter ce que tu vas dire qui était parfait, pour moi la vape indépendante, c'est ce qu'on pourrait dire la vape de santé publique. C'est celle qui a une mission avant tout d'accompagner les gens dans l'arrêt du tabac et qui justement est prête à tous les combats pour réussir cette mission. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est peut-être qu'il y a un risque. Moi, je le dis en tant qu'observatrice, mais très concernée, puisque je fais les rendez-vous avec Jean, notamment dans les ministères. C'est que, bien sûr, c'est un marché très concurrentiel. Donc, il y a aussi un enjeu d'aller chercher de nouveaux clients. Et pour aller chercher de nouveaux clients, souvent, on est attractif à tout prix. Et en fait, il faut qu'on garde tous en tête le fait que l'attractivité à tout prix peut aussi faire d'énormes dégâts sur l'ensemble du secteur, parce que conduire justement le gouvernement à prendre des décisions dramatiques, qui plus est aidé par nos petits camarades de Big Tobacco et de Big Pharma qui effectivement nous attendent au tournant. Donc il faut vraiment qu'on soit tous très responsables dans cette filière si on veut se battre durablement. Merci. Alors, cette vape indépendante, elle est menacée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'un combat. Qui menace la vape indépendante et quel est le combat? Et pourquoi dit-on que le combat doit continuer?
Je pense qu'on peut avoir un éclaircissement du Québec, là. Alors allons-y, on commence. Je voulais y aller après, mais allons-y maintenant. Alors racontez-nous, au Québec, vous étiez une vape indépendante. Il y a combien de temps? L'industrie de la vape indépendante au Québec est pratiquement décédée. C'est-à-dire que le concept de boutique spécialisée n'existe plus. Les ventes ont diminué de 85 % parce que depuis l'interdiction des arômes, depuis le marché s'est juste déplacé ailleurs. La loi est seulement au Québec, donc les gens commandent en ligne. Oui, la vente en ligne est interdite au Québec, mais la poste, c'est fédéral, donc il n'y a pas de contrôle en tant que tel. Donc, on a interdit les arômes dans l'optique de diminuer le taux de vapotage chez les jeunes, mais ce que ça a fait, c'est qu'il n'y a plus aucun contrôle. Donc, présentement, les jeunes vont commander en ligne, vont aller sur le marché noir, vont aller sur les réserves autochtones. Donc, il n'y a pas de contrôle. Le taux de vapotage chez les jeunes n'a fait qu'augmenter en tuant l'industrie. Donc, présentement, on peut avoir des produits de vapotage qui sont toujours de l'industrie indépendante. Il reste peut-être 2 producteurs au Québec. Puis, c'est tous les mêmes produits dans toutes les... Maintenant, on appelle ça, nous, les dépanneurs, là, où tu peux avoir des chips, des sodas, etc. Et derrière un rideau noir, tu as des produits sans arôme et des produits à arôme de tabac. Parce que tout le monde sait que pour arrêter la cigarette, il faut garder le goût du tabac, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment... Ça n'existe plus. Il n'y a plus de boutique spécialisée. Et ça, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réglementation qui a interdit les arômes, c'est ça? Qui a interdit aussi la vente en ligne? Quoi d'autre? La vente en ligne est interdite depuis 2016. C'est là, moi, j'avais tenté un pourvoi en cours, justement pour... Ça a été la première chute. Ensuite de ça, ils ont diminué les taux de nicotine. Ensuite de ça, ils ont contrôlé... le 30 millilitres maximum. Ensuite, ça a été l'interdiction des arômes. Donc, c'est d'étape en étape, mais à chaque fois, il y a de moins en moins de boutiques, il y a de moins en moins de commerçants. D'un autre côté, Big Tobacco, lui, a toujours accès à tout. Puis Big Pharma, c'est notre ennemi numéro 1. OK. Et donc, vous êtes là aussi pour nous dire qu'il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat parce que nous, l'industrie a baissé les bras et il n'existe plus. Bon. Alors ce combat, il est encore bien présent, bien vivant, bien nourri en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur les derniers mois qu'on vient de traverser en France avec une première charge importante, repoussée pour l'instant, mais on sait que derrière, notamment peut-être au niveau européen, il y a des sujets, des lois peut-être qui se préparent et qui sont inquiétantes pour l'indépendance de la filière vape. Alors, si je puis me permettre, ce n'est pas la première charge. Il y en a déjà eu bien d'autres avant. Mais déjà, dès l'année dernière, on a échappé à une taxation dans le cadre du PLF 2025. Par contre, c'était un projet de taxation qui était arrivé par voie d'amendement parlementaire, qui n'était pas inséré au départ dans le projet de loi du gouvernement. Ce qui a été la grosse différence du PLF 2026, puisque là, on l'a eu dans le cadre du PJL. Et donc avec un risque que cela reste dans le texte définitif qui était infiniment plus important par définition. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet et comment vous vous y êtes pris pour garder une forme d'indépendance? Dans ce projet, il y avait une destruction méthodiquement organisée de la vape indépendante parce que, au-delà de l'élément saillant qui est la taxation, qui est facile à comprendre, il y a eu surtout la volonté de mettre en place une filière de type tabac tout autour des produits du vapotage. Donc, une comptabilité matière, des processus douaniers, des agréments, une façon de travailler totalement différente qui induit nécessairement un coût de fonctionnement nettement supérieure et une organisation nettement plus robuste que celle d'une petite entreprise. Et ça boucle avec ce que je disais en introduction. C'est quoi la vape indépendante? C'est des centaines, des milliers de petites entreprises. Et ces centaines et ces milliers de petites entreprises ne sont absolument pas capables de travailler dans un univers tabac qui est façonné pour un oligopole et pour des organisations qui ont des responsables qualité, un responsable matière première, un entrepôt sous douane, des logiciels facturés et coûteux. Donc tout ça faisait que cet article 23, avec la taxe comme drapeau rouge, en fait, allait nous mettre dans un système qui allait totalement contraindre
quasi-totalité des entreprises à tirer le rideau sous 6 à 8 mois parce qu'elles n'auraient pas été capables tout simplement d'appliquer la réglementation. Ce que tu dis, c'est qu'au-delà donc, de la taxe qui effectivement était un peu l'épouvantail et qui est la partie émergée de l'iceberg, derrière cet article 23, il y avait toute une série de normes, de demandes qui étaient tout simplement invivables pour les entreprises qui sont ici. Tout à fait. Et c'est pour ça que, si tu veux, on a résumé ça dans les mots d'ordre de la manifestation avec des slogans assez simples qui ont heurté même certaines professions alors que ce n'était pas du tout le but. Il y a un panneau qui a particulièrement marqué les esprits, c'était « Je ne suis pas buraliste ». Mais je ne suis pas buraliste, ça ne veut pas dire que les buralistes sont méchants, que c'est des affreux dragons qu'on veut abattre. Je ne suis pas buraliste, c'est-à-dire je ne veux pas respecter les règles qui sont imposées à un buraliste, qui, je rappelle, doit demander l'autorisation à la préfecture pour partir en vacances, qui doit compter ses entrées et ses sorties, utiliser un logiciel, adhérer de force à la Confédération des buralistes, qui doit respecter des contraintes qui sont légitimes, imposées par l'État, la tradition, le poids de l'historique de ce vieux pays qu'est la France. Mais nous ne sommes pas des buralistes. Nous ne voulons pas travailler dans cet univers contraignant qui, en plus, leur empêche d'ouvrir d'autres points de vente, les contraint énormément. Un buraliste, il les aime à le rappeler, est un agent de l'État. Pour moi, une boutique de vapotage n'est pas un agent de l'État, ne doit pas le devenir. Quand on a dit « je ne suis pas buraliste », c'est la meilleure façon de résumer. Ou moi, fabricant des liquides, je dis « je ne suis pas fabricant de cigarettes ». Et pour moi, c'est déjà... Alors, pour le coup, je ne suis pas buraliste, pour moi, ce n'est pas une insulte pour les buralistes. Par contre, en tant que fabricant des liquides, oui, je ne suis pas un fabricant de cigarettes. Je ne fabrique pas un produit qui inflige une mort certaine à la moitié de mes clients. Je fabrique un produit qui aide mes clients à sortir d'une logique et d'une dynamique de mort certaine. Donc là, l'assimilation était pour moi bien pire. Voilà. Pour compléter là, ce que tu viens de dire, surtout que la vape, on sait majoritairement, c'est des vape shops indépendants, c'est pas des gros réseaux, la majorité, c'est des vape shops indépendants, et on ne peut pas survivre aux conditions des buralistes. On est trop petit, on n'a pas le flux des buralistes, on n'a pas les marges des buralistes, on n'a pas tout ça pour permettre d'investir comme le fait un buraliste dans de la main-d'œuvre pour gérer tout ce que ça nécessite de gérer. Donc, l'agrément qui était voulu, c'était la mort des vape shops assurés. Et c'était vraiment le plus dommageable, plus que la taxe et plus que tout le reste. Bon, et là-dessus, donc l'État vous a entendu pour l'instant. L'État a été autiste, sourd et muet pendant bien longtemps déjà dans le cadre de la préparation de ce projet de loi de finances qui, je le rappelle, était quand même la résultante d'un processus particulièrement peu démocratique, avec une préparation faite par le gouvernement Bayrou, qui s'est quand même, je parle sous ton contrôle Agnès, mais suicidé pendant l'été et a annoncé sa démission au pire moment. Donc ça a été vraiment fait de façon délirante par François Bayrou et par sa relation bizarre avec Macron. L'arrivée de Lecornu, qui était quand même rocambolesque. Je veux dire, on n'a jamais vu un épisode aussi grotesque sous la Ve République. Et moi, en tant que citoyen, je suis encore humilié par la façon dont ça s'est déroulé. Mais passons. Donc, le PLF arrive dans un contexte politique inédit dans l'histoire des institutions de notre pays. Il n'a pas été fait dans les conditions habituelles. Généralement, les industries, les citoyens sont consultés en amont de la préparation de ce projet-là. Là, on découvre en fin septembre, début octobre, le poteau rose, à savoir un projet massif de réforme structurelle de la filière vape via un projet de loi de finances qui n'est pas destiné à faire ça. Parce que rappelons-le, en plus, cet article 23 était anticonstitutionnel. Il y avait un problème de légalité profond dans le truc, puisqu'il réorganisait complètement une filière, il fermait des entreprises par fait du prince, qui est totalement interdit, c'est une atteinte à la propriété privée, des dérogations massives, ça devait être organisé par une loi spéciale, une loi votée avec un débat, et pas dans le cadre d'un projet budgétaire. Donc tout nous surprend, tout nous tombe dessus comme un train de marchandises, et là c'est la stupéfaction, parce que c'est très grave, vu que c'est porté par le gouvernement, ça peut passer par 49.3, ça a le soutien de la majorité, tous les voyants sont au rouge et l'issue est quasiment certaine. Vu l'incertitude politique, on se dit que ça va forcément être du 49.3, de l'ordonnance, enfin le contexte est hallucinant et c'est un moment très très grave et jamais la vape française n'a été aussi en danger. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, je trouve que depuis la séquence Puff, qui a quand même été une ouverture en fanfare
sur ces enjeux de protection des adolescents. On se retrouve dans une situation aujourd'hui, dans un effet ciseau qui est quand même mortifère, où l'industrie du tabac, servie aussi par les buralistes, mais parce que bien sûr c'est leur intérêt économique et on le comprend, arrive à avoir aujourd'hui les mêmes arguments que les associations anti-tabac. Donc on est dans un truc totalement schizophrène, où le ministre de la Santé entend les mêmes arguments anti-vape de la part de Big Tobacco et de la part de l'ACT ou du CNCT, voire de DNF. Donc on est quand même aujourd'hui dans un risque majeur de décisions graves pour la filière. Bon, et alors, on en est où aujourd'hui concrètement ? Ça a été, c'est là que s'enclenche, au moment où on prend conscience du danger existentiel profond que représente l'article 23 dans ce projet de loi de finances, s'enclenche une mobilisation inédite où on se dit, je disais tout à l'heure, la VAP, c'est indépendante, c'est des centaines d'entreprises. Mais les centaines d'entreprises, c'est bien, c'est super résistant. Il y en a une qui marche, l'autre qui ferme, ça ouvre, ça ferme, ça bosse dur, ça se coordonne. C'est très résistant. Mais par contre, c'est très dur à bouger parce que il n'y a pas le grand patron de chez Philip Morris qui met 3 millions d'euros, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros sur la table pour aller défendre son bout de gras. C'est que des gens qui ont tous leur point de vue, leur sensibilité, leur identité, leur localisation, qui doivent se défendre. Et il faut imaginer que on doit arriver à coordonner ça. Et c'est là que s'est enclenché quelque chose qui a été permis par l'existence continue de la FIVAP depuis toutes ces années. On a réussi à faire cristalliser toutes les envies de se défendre, toutes les énergies individuelles, dans un mouvement de mobilisation qui est devenu « Ne tuez pas la VAP ». On a réussi à enclencher une mobilisation militante d'un nouveau genre, aidé par les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, l'esprit d'entreprendre de cette filière qui est fondée sur des gens qui savent faire des choses, pas des gens qui sont derrière un bureau et qui prennent des décisions, non, des gens qui savent agir. On a réussi à utiliser toute cette énergie et à la mettre au service d'un mouvement. Donc on a obtenu des financements pour pouvoir faire des choses en plus. Et on a commencé à parler, à verbaliser, à mettre en œuvre une stratégie à multiples facteurs, avec une action de lobbying dans les coulisses, où on est allé rencontrer les décideurs et les décideuses, mais une action aussi de communication et de mobilisation visible pour faire exister la VAP indépendante comme un groupe de pression publique qui est capable de montrer qu'elle est une force politique, une composante du pays qu'on ne peut pas négliger parce qu'elle représente plusieurs millions de consommateurs, des professionnels, des emplois, et que lui porter atteinte, c'est porter atteinte au pays. Et c'est ce message qu'on a réussi à faire passer. Comme je le disais en visio aux entreprises de la filière, on doit être plus chiant que les autres. Parce qu'en France, la politique est un rapport de force. Dans politique, il y a pouvoir, force. Si vous voulez, la VAP, c'était un potentiel. Et ce potentiel a dû se réaliser et devenir du pouvoir. Et pour devenir du pouvoir, il faut montrer qu'on peut. Et pouvoir, c'est aller dans la rue, le dire, écrire, crier, mobiliser, faire signer. Il y a eu un élément quand même déclencheur, c'est cette magnifique pétition. Et peut-être juste pour compléter ton propos, moi ce que j'ai trouvé absolument génial dans cette séquence, c'est qu'en fait tout le monde a participé à la hauteur de ce qu'il pouvait mettre en contribution. Donc certes, certains gros acteurs, mais même des petits d'ailleurs, ont dit moi je mets plus cette année, je vais au-delà de ma contrib à la FIVAP. Mais aussi, certains ne pouvaient pas, mais par contre, ont été hyper actifs pour mobiliser leurs députés, mobiliser leurs sénateurs, et ça a fait la différence. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, LFI, qui n'est pas un parti politique connu pour rencontrer facilement les entreprises, on les a rencontrés dans cette séquence grâce à des membres de la FIVAP qui avaient un député LFI qui a été contacté par eux et qui a dit ouais, ok, on se rencontre. Et grâce à ça, on a pu rentrer. Et il y a eu des amendements de premier plan de LFI qui nous ont permis effectivement de faire basculer le débat. Et juste pour compléter aussi ce que tu disais, Jean, ce que vous avez réussi, qui était magnifique avec Ne tuez pas la VAP, c'est de réussir à fédérer tout le monde, parce qu'on a tous nos petites divergences sur le PLF qui était énorme, sur des petits détails de l'ARA, mais moi je suis plus pour ça, mais au final, Ne tuez pas la VAP a permis que tout le monde
allaient dans le même sens et dans le sens commun. Et ça a été vraiment, cette fédération a été vraiment magique pour toute la suite aussi. Valérie, je reviens sur le cas du Québec que vous incarnez aujourd'hui sur scène. Il y a eu à un moment un réveil comme ça collectif de la filière vape où précisément il a manqué ça. En fait, il y a eu un réveil à un certain moment. C'est pourquoi nous, on avait contesté la loi parce que nous, on est considérés comme un produit du tabac. Donc, le vapotage, c'est un produit du tabac au Québec. Suite à la défaite en cour d'appel, c'est là que les gens ont baissé les bras. Maintenant, c'est vraiment les consommateurs qui se lèvent en disant « oui, mais nous ». Mais le gouvernement a tellement démonisé le vapotage que présentement, les gens en sont venus à croire que c'était plus nocif pour la santé que la cigarette. Donc, les gens se sont retournés vers la cigarette. Et tout ça sans, encore là, comme je le dis, sans empêcher les jeunes de vapoter. Donc, tout ce que le gouvernement avait en tête, il n'y a rien qui a fonctionné. Mais le vapotage, maintenant, est vu, et les gens le disent, oui, mais c'est plus dangereux que la cigarette. Voyons. Donc, nous, l'industrie indépendante est comme devenue en dessous, on n'en entend plus parler, les gens ont baissé les bras. Parce que juste à côté, en Ontario, ben là, ils ont juste à commander en ligne là. Puis, donc, ça a vraiment tué l'industrie en tant que telle. Puis les gens ont dû se revirer vers le marché noir, les autres provinces, les autres pays. Donc, il y a moins de contrôle, il y a moins de... C'est justement ce qu'on veut absolument éviter en France. Tu viens de le souligner, il y a premièrement l'assimilation aux produits du tabac, qui pour nous était la catastrophe majeure de ce PLF, qui contraignait les entreprises à rentrer dans le moule tabac, mais aussi à être assimilées à la mort plutôt qu'à l'espoir. Enfin, encore une fois, on est sur des grands mots en fait avec la vape. Et je pense que ce qui nous a sauvés, nous, en France, c'est que déjà, on n'a pas cette disparité provinciale, fédérale, comme au Canada, où on peut jouer sur des cadres. C'est tous unis, tous foutus, tous morts, tous en même temps. L'Union européenne a aussi créé des contextes différents et on aurait pu peut-être jouer sur ces tableaux-là, mais on avait les exemples des autres pays qui ont vécu une attaque similaire à la nôtre et qui se sont fait découper. On prend l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, et la liste, elle peut continuer. La Pologne, qui était le premier pays de la vape en Europe pendant longtemps, où nos confrères chinois se sont implantés en premier, qui aujourd'hui est juste une rente de situation pour les industriels du tabac. Donc, on a la chance d'être adossé à l'expérience de nos petits frères et petites sœurs de tous les pays du monde où la vape est tombée pas après pas. Et on a aussi la chance d'être un grand pays avec des gens qui ont la tête dure et qui ne se laissent pas faire. Et je pense que ça s'est cristallisé à ce moment-là. Et on a réussi à être tellement vocaux, tellement présents, à combiner, à jouer sur tous les registres, que finalement, l'article 23 est devenu un problème dans l'adoption du PLF dans un contexte compliqué. Et on a réussi à faire du judo, à exploiter cette situation politique pourrie pour faire de l'article 23 un problème dont il était vachement plus facile de se séparer que de conserver. Et c'était juste ça, la stratégie, c'était de se dire, on ne va pas convaincre ces gens. Ils ne nous écoutaient pas, je parle sous ton contrôle, Agnès. Ils ne voulaient pas nous parler. Donc, en fait, le seul moyen de les influencer, c'était de se dire, ils sont chiants, les mecs de la vape, là. OK, on passe, parce qu'en fait, il y avait d'autres enjeux, notamment celui de payer les fonctionnaires, de continuer à faire tourner le pays. Il y avait besoin d'un budget, quand même. Mais c'est ça. Nous, dans le fond, les produits du vapotage, maintenant, c'est 80 de taxes. Si on achète un produit qu'on achète en boutique, c'est 80 c'est des taxes. Et ça se cumule entre, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, entre la taxe province et le niveau d'assises, fédéral. la taxe provinciale, la taxe fédérale, puis on taxe sur la taxe. Donc, c'est 80 de taxes. Alors, on va peut-être laisser la parole au public. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. Donc, je comprends, là, on se dit comment est-ce qu'on reste une vape indépendante. Donc, ce que j'entends moi de nos conversations, c'est qu'il faut évidemment unir ses forces, se mobiliser aussi, parler d'une voix. Ça, c'est, je veux dire, tout en haut de la pyramide. Quoi d'autre? Quels conseils on peut donner aussi à ceux qui sont là dans la salle aujourd'hui? Alors, si je puis me permettre, je pense qu'il y a eu un game changer ces derniers mois, qui est l'information et la compréhension du process.
Parce que comme le dit Jean très justement, on est face à une administration, qu'elle soit fiscale ou de santé, qui bénéficie de l'instabilité politique depuis la dissolution et qui, en gros, avance toute seule dans son coin en se disant les cabinets ministériels, c'est le train, moi je suis le quai, donc quand ils seront partis, je serai encore là. Donc en fait, ils sont gentils, mais c'est moi qui décide. Et une administration qui ne souhaite plus on a plus de son, plus d'image de la Direction générale de la santé, ce qui est quand même franchement questionnant. Dans ces conditions-là, quand l'article 23 est arrivé sur la table, déjà on n'était pas les seuls concernés, il y a plein d'autres acteurs, et notamment le CBD par exemple, qui était concerné au même chef. Il y a eu un peu un vent de panique quand même. Parce que grande difficulté à rentrer en contact avec le gouvernement, avec les administrations. Et donc, tout le monde essayait de se renseigner à droite à gauche pour essayer de comprendre quelles conséquences ça allait avoir exactement, c'était quoi le process législatif, qu'est-ce qu'on pouvait encore faire, qu'est-ce qui était fini. Et donc, moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le sujet, y compris de choses dites par des gens qui, normalement, étaient très sérieux et qui étaient dans des secteurs connexes. Et en fait, je pense que c'est vraiment la force là-dessus aussi du collectif, c'est d'être capable de vraiment se poser les bonnes questions et surtout de garder la tête froide. On a eu des moments où il y a eu des amendements qui ont été déposés où en fait il y a eu des doutes en se disant mais merde, on aurait dû être dans cet amendement-là. Non, en fait, parce que l'amendement, par exemple, je me souviens d'une conversation entre Jean et Nico où Nico lui disait mais non, mais de toute façon il va tomber, l'amendement il est irrecevable. Ça n'a pas loupé, l'amendement a été irrecevable. Mais je vous avoue qu'on a su à grosses gouttes pendant quelques minutes en se disant merde, s'il passe, Jean on va se prendre une avoinée, il aura raison. Et en fait, il faut vraiment rester, parce que c'est de la légistique, donc c'est extrêmement technique et il faut vraiment prendre le temps de ne pas écouter tous les bruits, mais de se poser les bonnes questions et de savoir dans quel sens vont les choses et quel est l'arbre de décision encore ouvert en fait. Non, moi, pour compléter ça, je pense que le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est d'avoir confiance dans notre métier, dans ce qu'on fait. On est des innovateurs, des pionniers. En fait, on a l'impression que l'histoire, elle est toujours écrite et que tout a déjà existé. Le bien, le mal, les concepts, tout ça. Enfin, mais en fait, l'histoire, elle n'est pas circulaire, elle est linéaire. Et on est adossé à ce qu'ont fait les autres humains avant nous. On grandit, on mûrit. Et puis, un jour, il y a une nouvelle idée qui vient. C'est la vape, par exemple, dans l'écosystème nicotine. Elle vient et elle disrupte tout et elle change toutes les habitudes. Et tous les acteurs sont perturbés. Et les acteurs, ils mettent du temps à changer, à s'approprier les idées. Ça ruisselle, ça met du temps à couler. Et on a l'industrie du tabac qui est pas claire, elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'un côté, elle veut continuer à vendre des clopes, de l'autre côté, même ses cadres dirigeants meurent du tabac. Elle veut garder ses monopoles. Et puis en même temps, voilà, donc le tabac déjà c'est compliqué pour eux. Ils ont mis du temps sur la vape. Ils pourraient être les seuls aujourd'hui. Ils auraient pu racheter tout le monde avec les budgets innovation qu'ils affichent. Ils auraient pu tuer le marché autrement à n'importe quel moment. Ils ont le cash. Ils le font pas. Pourquoi? Bizarre, je comprends pas. Pareil, la pharma, on leur prend des parts de marché. On est plus efficace que des patchs ou des substituts nicotiniques. On les perturbe, on les stresse. Pareil pour les médecins. Il y en a plein. Bertrand Dotzenberg, c'est un excellent exemple. Au début, il a été perturbé par le vapotage avant de se rendre compte que c'était cool. Il a mis du temps à changer. Et en fait, je pense que la vape, elle a ça de magique, un peu comme l'IA aujourd'hui pour l'ensemble du monde entier. C'est qu'elle vient bouleverser des équilibres établis, changer des habitudes, et que nous, on a le nez dedans et on sait plein de choses que ne savent pas nos interlocuteurs, et on doit être capable de leur transmettre des messages simplifiés qu'ils peuvent comprendre, dans lesquels ils ont confiance, où ils ne nous voient pas seulement comme un groupe de pression économique qui veut sauver son cul, mais comme des gens sincèrement convaincus par ce qu'ils font. Et c'est là peut-être que la conversation doit se finir. La filière, elle est indépendante de l'industrie du tabac, elle doit le rester. On l'a vu dans le reportage de complément d'enquête. C'est indispensable. Voilà. Mais cette indépendance n'est pas un totem d'immunité. Parce que c'est pas parce qu'on est indépendant du tabac qu'on ne peut pas se comporter comme un acteur inéthique du tabac. J'ai pas de lien d'intérêt avec le tabac, mais par contre, je cible spécifiquement les jeunes et je mets des produits pas bien sur le marché. Désolé, tu te comportes comme les mecs du tabac. Tu vas mentir. Donc, on est indépendant du tabac, c'est très bien. Ok, restons-le et faisons tout pour le protéger. Mais comportons-nous différemment des industriels du tabac et ne faisons pas les mêmes erreurs qu'eux
en étant éthiques dans nos pratiques. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que, malheureusement, et c'est là qu'on doit finir là-dessus, pour que le libéralisme fonctionne, et c'est encore une fois de la philosophie politique parce que c'est super important, et pour que le libéralisme fonctionne, il faut un arbitre, il faut des règles du jeu, il faut un cadre, et ce cadre, il doit être donné par l'État et par les institutions. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de débat, de dialogue pour créer ce cadre. Et c'est ça tout l'enjeu des mois qui viennent, c'est créer le terrain de jeu où on peut être à la fois indépendant, éthique et vivant économiquement. Et y arriverons-nous? Voilà, c'est la vraie question. Merci beaucoup, merci. On peut les applaudir. Effectivement, on va clôturer cette conversation. Ok, allez, vas-y. J'ai une question pour toi, Valérie. J'ai eu la chance de discuter avec toi il y a quelques jours et j'ai cru comprendre que l'équivalent disruptif chez vous au Canada, qui est chez nous l'industrie du tabac, c'était plutôt l'industrie pharmaceutique. Oui, nous, chez nous, l'ennemi numéro 1, c'est vraiment l'industrie pharmaceutique. Puisque au début du vapotage, il y avait des médecins qui disaient oui, le vapotage, oui, le vapotage. Mais l'industrie pharmaceutique, voyant probablement ses ventes diminuer, etc., a commencé à démoniser le vapotage. Donc là, maintenant, les médecins sont contre le vapotage. Le vapotage est devenu plus dangereux que la cigarette. On retrouve en vente libre les produits Nicorette, etc., à multiples arômes, n'importe où. Alors que le vapotage, lui, a été vraiment démonisé. Donc, nous, ce qui nous a vraiment nui, c'est vraiment au niveau des big pharma et de ces ventes de toutes les pilules, patchs, gommes. C'est ça, nous, qui a été le gros problème. Et c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les médecins, c'est eux qui ont... Donc, nous, on a aucune ouverture pour discuter avec qui que ce soit. Je trouve ça génial que vous soyez encore capable d'avoir des rencontres avec les décideurs. Nous, c'est Big Pharma qui les rencontre, puis nous, ils veulent même pas nous entendre. Chez vous, en fait, ça a été une destruction pour la destruction de la vape, même pas avec un autre modèle pour la vape. Ça a été vraiment une volonté de détruire la vape tout entière. Oui. Tu sais, nous, au Québec, tout ce qui est industrie du vice, c'est le gouvernement qui le gère. Donc, nous, on a légalisé le cannabis avec le THC vendu par une société d'État. Donc, moi, ce que je crois, personnellement, c'est qu'éventuellement, ils vont ramener le vapotage, mais géré par l'État. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Merci à vous.